Eh ben, bienvenue à cette conférence Energaia. Donc, moi, je suis Aude Richard. Je suis journaliste spécialisée en énergie renouvelable. Et on va voir cet après-midi la géothermie comme outil d'adaptation au réchauffement climatique. Alors, la géothermie, c'est une technique assez ancienne. Néanmoins, depuis 3 ans, on voit vraiment une croissance au niveau des études ou des projets. Et c'est une technique qui est vraiment différente des autres énergies parce qu'elle permet de produire du froid. Donc c'est vraiment un avantage intéressant à l'heure du réchauffement climatique. Donc les systèmes géothermiques, ils peuvent être utilisés donc pour le chauffage ou le refroidissement des bâtiments. Et en plus, ils ont une faible emprise au sol, ce qui est vraiment intéressant au niveau des environnements urbains. Alors cet après-midi, on va voir comment la géothermie peut-elle contribuer à l'efficacité énergétique et à la réduction de la dépendance aux énergies importées. Quels sont les avantages et les défis de cette indépendance et comment on les utilise dans les bâtiments justement pour refroidir vraiment les bâtiments et quel impact aussi environnementaux cette énergie impose, quoi. Alors, on va voir ça avec nos 4 invités durant à peu près 50 minutes et puis après on prendra vos questions ou vos remarques dans la salle. Alors, j'aime bien aussi savoir qui vous êtes. Avant de vous présenter nos invités, je voulais savoir d'où vous venez à peu près. Alors, est-ce que vous travaillez dans le secteur de la géothermie? Vous pouvez lever la main tout simplement. C'est juste pour voir à peu près. Ok, des experts. Bureau d'études, institution. Ok. Peut-être des élus locaux ou des agents collectivités. D'accord, tout ça. J'allais dire tous à droite, mais non, aussi là. Des étudiants. Ok, donc vraiment un public assez hétérogène finalement. Bon, merci à tous. Donc maintenant, on va passer à la présentation de nos invités. Donc Raphaël Viennot, vous êtes directrice générale adjointe de l'AREC, l'Agence régionale de l'énergie et du climat. Jean-François Nivelot, vous êtes chargé de la transition énergétique à l'ADEME Occitanie. Élodie Denac. Bonjour. Élodie Denac, vous êtes représentante en Occitanie de l'Association française des professionnels de la géothermie, l'AFPG. Frédéric Covin, vous êtes directeur adjoint en charge de la CERM, enfin en charge de l'énergie à la CERM, pardon, excusez-moi, donc qui est l'aménageur de la région de Montpellier. Alors pour commencer, on va voir un petit peu le contexte de la géothermie, parce que comme je vous le disais en introduction, c'est une énergie assez ancienne, mais depuis 3 ans, on voit vraiment un décollage. Alors Élodie, donc vous qui êtes représentante de la FPG, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'intérêt de la géothermie et pourquoi on voit un décollage ces dernières années? Bonjour à tous, peut-être pour débuter. En préambule, étant donné que dans l'audience, il n'y a pas que des professionnels de la géothermie, il me semble peut-être opportun de rappeler très rapidement ce que c'est que la géothermie pour peut-être mieux comprendre les atouts de cette énergie. Donc, quand on parle de géothermie, on fait référence à donc, l'énergie qui se trouve dans la Terre, la chaleur qui est dans cette Terre-là, que ce soit avec les sciences ou même les technologies qui permettent d'exploiter cette énergie qui est disponible. Juste si je peux me permettre, Thomas, à la technique, je pense qu'il y a une diapo sur les techniques. Comme ça, vous visualiserez mieux ce qu'est la géothermie. Tout à fait. Alors là, on peut passer, voilà, les techniques géothermiques. Oh, merci. Oui, donc là, c'était plus les atouts, on va dire, de la géothermie. Donc c'est vrai que c'est une énergie finalement qui se trouve sous nos pieds. Donc c'est une énergie qui est locale. Il n'y a pas de problématique de transport, d'acheminement. Et c'est une énergie qui provient finalement du centre de la Terre, où on a des températures de l'ordre de 5-6 000 degrés et qui, par l'effet de différents gradients thermiques, arrivent sous nos pieds autour de, en moyenne, 15 degrés. Donc selon la profondeur à laquelle on va récupérer cette chaleur, cette énergie, on va pouvoir, soit par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur géothermique, soit directement, produire de la chaleur, du rafraîchissement, du refroidissement, de l'eau chaude sanitaire, voire même de l'électricité. Donc c'est une énergie finalement qui est durable, puisqu'elle est disponible dans le centre de la Terre. Une énergie qui fonctionne en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis c'est des technologies finalement qui sont assez robustes, qu'on utilise en France depuis bien le début du XIVe siècle. En effet.
Est-ce qu'on peut voir un petit peu l'évolution de ces dernières années? Comment ça a évolué, les projets géothermiques en France? Alors en France, c'est vrai qu'il y a une massification, on va dire, des projets. Il y a le plan national de la géothermie qui a été lancé en février 2023 par la ministre Agnès Pannier-Runacher, dans le but de structurer justement notre filière et vraiment concourir à la massification, au développement de la géothermie, que ce soit à travers des subventions, à travers des solutions de tiers financement. Il y a pas mal de travail donc, qui est aujourd'hui fait au sein de la FPG pour justement développer, massifier le recours à la géothermie. Et peut-être juste pour revenir sur les atouts qui, je pense, qui ne sont pas négligeables, la géothermie, si on fait un espèce de panorama de nos sens, c'est une énergie qu'on ne voit pas, c'est pour ça qu'elle est souvent méconnue, mal connue. C'est une énergie qui est très discrète, on ne la sent pas, on ne l'entend pas. Et c'est souvent pour ça aussi qu'elle peut être utilisée pour la rénovation même de bâtiments historiques, puisqu'elle ne se voit pas, elle ne s'entend pas, elle ne se sent pas. Et elle peut être utilisée donc, à l'échelle du particulier ou même à travers des réseaux de chaleur. Donc vraiment différentes échelles de déploiement qui sont possibles. Ok, alors aussi bien au niveau du particulier que les réseaux de chaleur à plusieurs kilomètres. Nous verrons après justement des exemples. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui le panorama national? Est-ce que vous êtes plus sur de la géothermie sur nappe, de la géothermie sur sonde? Voilà, qu'est-ce que ça représente? Alors, d'un point de vue national, alors ça va dépendre de la ressource qui va être disponible ou non. Quand on va dire de la géothermie sur sonde, on peut la réaliser sur 90% du territoire assez facilement. La géothermie sur nappe, ça nécessite donc la présence d'une nappe pour pouvoir puiser les calories. Donc globalement, on a quand même beaucoup plus d'installations sur sonde que sur nappe à l'échelle du territoire, mais c'est encore très régionalisé parce qu'il y a des régions où on a beaucoup plus d'installations sur nappe, d'autres où on va avoir, par exemple en Bretagne, où on a des roches qui sont vraiment très conductives, très propices au développement de la géothermie sur sonde, on en a principalement. Ouais, d'accord. Donc ça dépend du territoire et de la ressource du territoire. Tout à fait. Très bien. Mais ça reste faisable sur l'ensemble du territoire français. Oui, tout à fait. Merci. Raphaël, donc vous êtes Raphaël Viennot, directrice générale de adjointe de l'AREC. Donc on a vu un petit peu le panorama national et puis les avantages de la géothermie. Comment ça se passe en Occitanie? On en est où au niveau de la géothermie? Bonjour. Alors, on observe en Occitanie une très forte croissance du développement des installations géothermiques, donc avec un vrai dynamisme. Alors, on est une région qui est propice, avec un fort potentiel. Et la région s'est fixé aussi un objectif ambitieux, donc de 900 gigawattheures par an d'ici 2030. Et on compte en Occitanie, vous pouvez le voir sur cette carte, 441 installations collectives qui ont été recensées en 2024, contre 294 en 2021. Donc on est sur une croissance donc de plus de 50%. Et tout en sachant que ce sont des données qui sont partielles, puisqu'on identifie les installations géothermiques à partir des aides qui ont été accordées. Donc on estime que ça représente environ 1/5 du parc réellement installé. Donc on voit qu'on a énormément d'installations et que ça se développe à un rythme assez soutenu. Il faut savoir que les porteurs de projets peuvent être accompagnés donc, par les missions chaleur renouvelable qui sont déployées dans les 13 départements de la région Occitanie. Et tout l'enjeu est aujourd'hui d'entretenir cette dynamique au niveau régional. Très bien. Alors, l'AREC est animatrice de cette filière régionale. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour entretenir ce réseau? Alors, l'AREC porte effectivement l'animation régionale pour le développement de la géothermie, donc animation qui est soutenue par la région et par l'ADEME Occitanie. L'objectif, c'est vraiment d'observer, d'animer, d'aider à l'émergence de projets et tout en accompagnant la structuration de la filière pour améliorer donc, les synergies entre l'ensemble des acteurs, donc que ce soit les institutions, les collectivités, les bureaux d'études, et vraiment de mettre en relation aussi l'offre et la demande pour avoir des projets de qualité et éviter les contre-références. Alors, pour que ces personnes se rencontrent, justement, en juin dernier, vous avez animé, organisé les rencontres en fait, de la géothermie. Ça représentait quoi ces rencontres? C'était quoi l'enjeu de ces rencontres? Alors, c'était la première fois qu'étaient organisées donc, en Occitanie les journées régionales de la géothermie.
Et l'objectif poursuivi était justement de faire en sorte que les acteurs se rencontrent, se parlent, pour identifier quels pouvaient être aussi les besoins, et voir comment on pouvait structurer aussi cette animation régionale, et puis également partager des expériences sur les avancées techniques, donc avec un enjeu de montée en compétences. Et vous le voyez effectivement sur cette diapo, donc on était présent au cinéma de Bordeaux-Rouge pour visiter l'installation, donc Cinémac à Toulouse. Et donc, visiter ensemble cette installation et avoir un retour d'expérience de la part du maître d'ouvrage. Parfait. Merci beaucoup pour ces explications et pour ces panoramas nationaux et régionaux. On l'a dit en préambule, en fait, la géothermie, un des principaux avantages, c'est de pouvoir produire du froid. Voilà. Alors, Jean-François Nivelot, vous êtes chargé de mission à la transition énergétique à l'ADEME. Est-ce que vous pourriez nous décrire rapidement les techniques géothermiques et comment on produit du froid grâce à la géothermie? Ouais, c'est vrai que la géothermie, c'est un système un peu magique parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec la géothermie pour beaucoup d'acteurs, pour tout type de projet, tout type de taille de projet également. On vient avoir recours à de multiples thématiques de géothermie. Pour ça qu'on parle de géothermie au pluriel. D'ailleurs, le site internet principal national s'appelle géothermieaupluriel.fr, géothermie.fr, porté par le BRGM et l'ADEME. Donc plein de technologies qui permettent de produire à la fois de la chaleur, eau chaude sanitaire, mais aussi du froid. Aussi bien du froid actif, comme de la climatisation, mais aussi, c'est le très gros avantage, lorsqu'on est sur de la géothermie de minime importance, donc à faible profondeur, récupérer, faire du rafraîchissement. C'est-à-dire qu'on va récupérer un fluide qui est à l'heure de 15 degrés. Et lorsqu'on le fait circuler donc, dans le bâtiment, même sans avoir recours à la pompe à chaleur, ça vous permet de rafraîchir le bâtiment. Et même en période de canicule, c'est extrêmement efficace. On a fait de nombreuses réunions à 30 personnes dans une salle qui avaient recours à cette technologie par 42 degrés dehors, il faisait 26 à l'intérieur. C'était parfaitement équilibré. Et donc pour un très faible coût énergétique, uniquement la circulation du fluide au niveau du plancher chauffant, rafraîchissement, on a donc un confort qui est nettement accru en période caniculaire. Ouais. Donc ça, c'est le géocooling. C'est exactement. Free cooling ou géocooling. Ok. Et donc, pas du tout besoin d'énergie, pas d'électricité, juste la circulation de l'air refroidi. On vient court-circuiter ou bypasser la pompe à chaleur et ainsi, donc, on n'a pas besoin de devoir recourir au compresseur de la pompe à chaleur. Et ça peut se faire sur toutes les installations géothermiques ou il faut que ce soit prévu dès le départ? Il faut, dès la conception, et c'est là que tout l'intérêt réside dans la montée en compétence de tous les acteurs, il faut prévoir donc, les émetteurs adaptés au régime de température et aux différents besoins que l'on a, que ce soit en chaud, eau chaude sanitaire ou rafraîchissement. Donc on travaille beaucoup avec tous les acteurs pour mettre en place des formations, pour que les bureaux d'études soient qualifiés, pour que les missions chaleur renouvelable dont on parlait tout à l'heure soient également montées en compétences. Également, donc on travaille avec les foreurs, avec les architectes également, l'ensemble des acteurs qui doivent monter en compétences, et nous aussi, bien évidemment. Donc on parlait de chaleur renouvelable. L'ADEME a mis en place le fonds chaleur depuis des années. Est-ce que vous financez également le froid? Oui, on finance le froid. Alors pas tous les froids non plus, les froids vraiment nécessaires dans certaines zones. Le géocooling est relativement bien accompagné, donc on aide. On se parlait de chiffres, on est à hauteur de 13 € du mégawattheure en géocooling, donc c'est plutôt intéressant sur 20 ans. Vous verrez les calculs en fonction de vos besoins, mais c'est quand même assez intéressant dès lors que c'est assez peu cher à installer une fois que l'installation géothermique est en place. Donc le froid on le finance, le chaud aussi bien évidemment, donc dans le cadre du fonds chaleur. Pour exemple, sur 2024, on a accompagné 120 projets à la fois d'études et d'investissement pour plus de 8 millions d'euros d'investissement, d'aide pour quasiment 25 millions d'euros d'investissement. Et c'est 80 millions d'euros d'investissement qui ont été accompagnés depuis 5 ou 6 ans. Et tous ces chiffres et les 120 études, c'est bien en Occitanie? Uniquement en Occitanie, pardon. D'accord, très bien. Oui, non, mais on voit le fort développement, justement. Oui, il y a une dizaine d'années, c'était 1 ou 2 projets par an qu'on finançait. Aujourd'hui, on est sur une 50 projets d'investissement par an. Donc, le gap est vraiment très important. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ces précisions.
Maintenant, on va passer à des retours d'expérience, vraiment concrètement, comment la géothermie et le géocooling se mettent en place. Donc, nous allons voir le réseau de chaleur et de froid en fait, de la SERM, donc de la Société d'équipement d'aménagement de la région de Montpellier, avec Frédéric Covin. Donc, vous êtes directeur adjoint chargé de l'énergie à la SERM et vous gérez donc le 3e réseau français de distribution de chaleur et de froid, avec 66% de chaleur et 97% de froid d'origine renouvelable. Si je ne me trompe pas. Ouais. Et au mois de mai dernier, en fait, vous avez inauguré la plus grande centrale de géothermie sur Naples, en France, qui alimente le quartier de Cambacérès. Non, mais reprenez-moi. On va préciser. Allez-y, allez-y. Alors bon, effectivement, moi je suis dans un groupe public d'entreprises publiques aux 3 métiers, logement social, aménagement du territoire et énergie. On a dans ce groupe des entreprises différentes, un office d'HLM, une société d'économie mixte, une société publique locale, une SAS. Donc avec tous ces outils, effectivement, alors moi je gère la partie énergie, donc on est producteur d'énergie, je dirais maintenant d'énergie renouvelable depuis une vingtaine d'années, puisque en fait tous nos projets sont très teintés de renouvelables. Et donc on a à peu près 75% de notre activité sur les réseaux de chaleur et froid et 25% sur le photovoltaïque, sous toutes ses formes. Alors sur les réseaux, donc on a essayé, et j'ai envie de dire réussi, à développer des solutions renouvelables qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc on est sur la métropole de Montpellier, on voit nos différents réseaux. Donc on est en train de construire notre 6e chauffe-eau au bois, donc ça reste quand même une énergie renouvelable importante, hein. On a une ressource importante locale. Pour autant, on a aussi développé au gré des opportunités d'autres sources d'énergie comme de la récupération de chaleur sur des data centers, sur des déchets, sur des steppes, etc., sur des eaux usées, sur les eaux usées. Mais on a aussi évidemment travaillé sur la géothermie. Alors la géothermie, c'est un petit peu plus complexe pour nous parce que c'est la difficulté de bien connaître la ressource en amont. Et donc on a pu réaliser 2 opérations, une opération de quartier à chaque fois, hein, sur Aude-à-la-Mer à Pérols où on est sur une stratégie de sonde, et celle dont vous avez parlé, qu'on a inaugurée au mois d'avril, et qui alimente le quartier d'affaires de la gare Sud de France, qui est notre gare TGV à Montpellier. Et donc à terme, c'est 500 000 m² de tertiaire. Et donc là, l'opportunité, c'était la géothermie sur Naples. Alors quand on dit la plus grosse opération, je veux préciser parce que après on va me reprendre. En fait, c'est de la géothermie basse température, voire très basse température. Hein. Alors c'est quoi à peu près quand on parle de basse température? Alors exactement. Donc on a trouvé une nappe très abondante à peu près 80 mètres de profondeur. Donc c'est pas grand-chose, hein, c'est vraiment voilà. Cette nappe, elle est à 16-17 degrés. Donc elle est plutôt fraîche, mais c'est normal. Elle se retrouve presque... elle est vraiment à 80 mètres, c'est pas très profond. Elle n'est pas vraiment profonde. Mais ça nous avantage parce que pourquoi? Dans ce réseau, si on peut changer la diapo... Alors, on avait prévu une petite vidéo pour voir un petit peu. Alors on laisse passer à la vidéo. Allez, on regarde la vidéo. Merci. Altemed faisait de la géothermie. Est-ce que vous entendez la dans vidéo? Le quartier Cambacérès à Montpellier, là où l'innovation rencontre le développement durable. Tout autour de la gare Sud de France, Altemed a implanté une centrale géothermique pour chauffer et climatiser 450 000 m² d'immeubles tertiaires et d'enseignement à terme. Mais alors c'est quoi exactement la géothermie? À Cambacérès, il s'agit de l'exploitation de l'énergie thermique d'une eau située sous nos pieds, dans ce qu'on appelle des nappes souterraines. Un processus qui commence par un forage de puisage et un forage de rejet, jusqu'à 180 mètres de profondeur. L'eau est extraite de la nappe pour chauffer en hiver et refroidir en été des pompes à chaleur réversibles. Grâce à un réseau de chaleur et de froid, l'eau chaude et l'eau glacée produite par les pompes à chaleur est distribuée par des réseaux enterrés pour alimenter les immeubles du quartier. Cette eau pompée est ensuite restituée à la nappe sans modification de ses caractéristiques naturelles ni de température sur une année. Ce procédé géothermique, lauréat de l'appel à projet Nouvelles technologies émergentes de l'ADEME et qui fournit une ressource durable sans impact sur le milieu naturel, présente de nombreux avantages. C'est une source d'énergie locale et renouvelable qui, associée à des groupes thermodynamiques, les pompes à chaleur,
produit une énergie qui permet de réduire drastiquement l'empreinte carbone des immeubles raccordés. Cette approche innovante témoigne de l'engagement d'Altemed aux côtés de la ville et de la métropole de Montpellier en faveur des énergies renouvelables et de la volonté de faire du quartier Cambacérès un exemple remarquable de développement durable urbain. Merci beaucoup pour cette petite vidéo donc, qui présentait. Bon, c'est une petite vidéo très vulgarisée, un grand public. Là, on a affaire probablement à un parterre d'experts. Hein. Mais tout est dit quand même. Donc l'avantage, c'est qu'on est sur du tertiaire, on est à Montpellier, climat méditerranéen, donc des besoins quand même de rafraîchissement, si ce n'est de climatisation important, en plus des besoins de chauffage l'hiver. Et donc en fait, cette ressource, elle est utilisée par des thermofrigopompes ou des pompes à chaleur, si vous voulez, pour faire de la chaleur et du froid en base. Donc c'est on a une production en base sur la géothermie. La géothermie, c'est une ressource importante, je l'ai dit, puisqu'on a 350 mètres cubeurs, hein, on a un débit très important. Donc on ne consomme pas l'eau, comme vous le savez, hein, donc on ne fait qu'un échange thermique, donc on ne détruit pas le milieu, on ne pollue pas le milieu non plus. Ça, c'est très important. Et donc, en fait, on arrive à faire de la chaleur à 60 degrés, ce qui est suffisant via un réseau urbain pour chauffer nos clients. Et on fait du froid à 9 degrés. On a remonté un peu les températures aussi pour être plus performant, pour climatiser nos clients. Donc là, l'avantage, c'est que, en fait, si vous voulez, l'hiver, vous comprenez qu'on va tirer de la chaleur de cette nappe, donc on va refroidir la nappe, qu'on va réchauffer l'été. Et du coup, ce qu'on en attend, et c'est un peu la caractéristique de tous nos projets géothermiques, c'est un équilibre à l'année thermique sur la nappe. C'est-à-dire que ce qu'on recherche aussi, c'est une stabilité des températures de la nappe, même si elle est très abondante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les calories qu'on va prendre l'hiver, on va les restituer l'été. Et donc, on attend un niveau de température qui va rester étal sur plusieurs dizaines d'années. D'accord, oui. Cette fonction, en tout cas de froid, ça n'a pas qu'un intérêt, j'allais dire, pour les usagers, ça a aussi un intérêt pour le climat, pour les nappes, en fait, de garder à température les mêmes, la température de la nappe de façon égale. Oui, ouais. Et donc, on sait aussi, puisque en fait, il y a des régions de France, comme je pense à plutôt Rhône-Alpes ou à Lyon, où on a beaucoup tiré sur les nappes avec des pompes à chaleur et la nappe refroidit. Donc, la performance, tout simplement, des pompes à chaleur diminue. Là, on n'aura pas ce phénomène. Donc, l'intérêt aussi de la géothermie sur nappe, pour nous, on vous l'a dit, des réseaux de chaleur au bois, des réseaux de chaleur sur la récupération, etc. C'est quand même la très haute performance en termes d'impact environnemental. Donc, évidemment, on a des machines qui utilisent des HFO, les fameux fluides frigorigènes, qui n'ont pas d'impact ni sur la couche d'ozone, ni sur l'effet de serre. On a un taux d'énergie renouvelable qui est très important, supérieur à 90%, parce que la géothermie, c'est la base, et l'appoint sera fait avec notre chauffeur au bois qui est dans un autre quartier. Donc en plus, au-delà de la géothermie, on sera au bois. Donc on va avoir un taux de NR très très important. Je pense qu'on peut arriver à 95%, le reste étant le gaz en appoint, vraiment pour des petites pointes l'hiver. Et puis, on a un impact carbone qui est vraiment très fort parce que la géothermie, donc c'est un rendement très important. Il n'y a pas d'impact carbone de la ressource même. Et on utilise de l'électricité qui est en France, vous le savez, très peu carbonée. Bon, en général, en plus, nous, on achète des garanties d'origine verte sur notre électricité. Mais en dehors de ça, à la fin, ça vous fait un impact carbone chaleur et froid inférieur à 30 grammes par kilowattheure, donc c'est vraiment très très performant. Est-ce qu'on a une idée des tonnes équivalent CO2 évitées ? On est sur plusieurs milliers de tonnes par an. Ouais. Alors évidemment, quand on sera à terme, puisque là c'est un quartier en devenir, on a à peu près, en fait on a été rechercher un autre quartier de logement aussi, qui avait des difficultés sur la géothermie puisqu'ils n'ont pas trouvé la ressource à 300 mètres de notre projet. Et donc on les a raccordés aussi. Et donc à terme, on sera à 600 000 m², donc c'est avec les logements, donc c'est vraiment très important. On a vu rapidement dans la vidéo que c'était 17 millions d'euros pour le réseau d'investissement pour le réseau de chaleur et 2 millions d'euros pour la géothermie. Alors en général, la géothermie, c'est un coût d'investissement important
au départ, et puis après, ça s'amortit assez rapidement. Comment vous avez financé ces 17 millions d'euros? Est-ce que pour vous, ça a été un frein, en fait, cet investissement de départ? Alors, c'est un peu notre métier, c'est-à-dire que nous, on est là aussi pour investir dans des solutions durables sur du long terme. C'est l'avantage aussi, c'est-à-dire que l'investissement est élevé, oui. Il est encore plus élevé que si on avait fait un réseau de chaleur et froid classique, c'est vrai. Mais premier élément, on a été aidé par l'ADEME. Donc Jean-François, justement, en parlait. On est lauréat d'un appel à projet sur les nouvelles technologies émergentes en 2017, qui, je crois, préfigure les aides sur le froid, hein, c'est ça. Hein. Et donc, on a bénéficié déjà d'une aide importante. Alors, l'aide, c'est à peu près 25% du montant du projet. Pourquoi? Parce qu'en pourcentage, elle est beaucoup plus importante, mais l'assiette de subvention ne porte pas sur des éléments qui ne sont pas des éléments complémentaires d'appoint, puisqu'on rajoute des gros frigorifiques classiques avec des tours aéro-réfrigérantes. Donc il y a des éléments qui ne sont pas pris en compte. Sinon, le taux est beaucoup plus important que 25% sur la part éligible. Donc ça, c'est important. Après, comment on finance une opération comme ça? Droit de raccordement. On a à peu près 35% à peu près du projet qui est financé par le ticket de raccordement des immeubles à ce projet, sachant que ce droit de raccordement, il se substitue à un investissement dans l'immeuble. C'est-à-dire que dans les immeubles, on n'a pas eu besoin d'installer des chaudières gaz ou des pompes à chaleur réversibles, etc. Après, on a une participation de nos collègues aménageurs, puisque en fait la ZAC a pris en charge les réseaux dans la ZAC, déduction faite des aides qui, je crois, sont à peu près de 60%. Hein, voilà. Et donc le reste, donc, en fait, c'est du financement CERM directement. D'accord. Et ça va être amorti sur combien de temps, le projet? Alors là, on monte des projets, de toute façon, les durées d'amortissement, elles correspondent en fait à la qualité industrielle et durable des équipements. Hein. Donc on est sur des projets de 30 ans. Ouais. Donc c'est ça qui permet aussi effectivement de ressortir avec une tarification très compétitive, qui en fait est la tarification de Montpellier, des réseaux urbains. C'est la même, hein, quels que soient les réseaux. Et donc, en fait, on arrive à rentrer dans l'équation économique grâce aux aides, grâce effectivement au raccordement, au droit de raccordement, et grâce aussi à la durée. C'est-à-dire qu'en fait, on amortit sur des durées qui correspondent au moins, à minima, à la durée de vie des équipements, évidemment. Sachant qu'on part du principe que la géothermie, c'est durable. On a tout fait pour. La ressource est abondante. On a un droit aussi, il faut le dire, puisqu'on est le premier à avoir foré. On a un droit sur la ressource. C'est-à-dire que n'importe qui voudrait puiser dans cette ressource serait obligé de demander notre aval, notre accord. Donc ça garantit que la ressource nous est bien destinée. Et puis on a fait le projet de chaleur et de froid permet, comme on l'a dit, de maintenir cette ressource à un niveau de température stable sur la durée. Très bien. Jean-François Nivelot, vous vouliez compléter? Oui, juste par rapport à la durabilité des projets, c'était des projets géothermie. Donc c'est vrai que la ressource, là, elle est clairement durable parce qu'on a réussi à équilibrer les besoins en chaud et en froid globalement sur l'année. Les forages, quant à eux, sont des équipements qui sont extrêmement durables et qui vont durer plusieurs décennies. À l'instar, un champ de sonde, c'est la même chose. Il y a des champs de sonde qui ont quasiment maintenant 80 ans qui existent et qui sont encore fonctionnels, par exemple, notamment en Suisse. On n'a pas encore autant de temps de retour d'expérience sur la France, mais en Suisse, il y a des sondes qui fonctionnent toujours, qui sont à plus de 300-400 mètres et qui fonctionnent depuis plus de 80 ans. Donc là encore, une ressource qui est extrêmement durable. Merci pour cette précision. Frédéric, si vous pouvez repasser le micro, est-ce que vous avez rencontré des obstacles, des difficultés dans ce projet de réseau de chaleur géothermique ? Alors par rapport aux autres types de projets, en fait, la géothermie, c'est un peu spécial pour nous parce qu'on a découvert aussi, bon, on s'en doutait un peu, mais quand même, on a découvert que finalement, on ne connaît pas si bien que ça le sol et le sous-sol, je dirais plus exactement. Et d'ailleurs, pour preuve, une première expérience de géothermie de mes prédécesseurs dans les années 80 dans le quartier Antigone à Montpellier, on a foré à l'époque 2000 mètres de profondeur pour trouver une ressource légèrement chaude et peu abondante. Donc comme quoi, et ensuite les bureaux, les sachants nous ont expliqué qu'en fait, pas de chance, on est au bord du Lez et en fait on est dans une faille, c'est comme un canyon et donc en fait l'eau chez nous se trouve sous
le calcaire. Et en fait, le calcaire, on l'a touché à plus de 1000 mètres de profondeur. Donc pas de chance. Donc voilà, c'est un peu le hasard. Alors pour ne pas partir tout seul et dans l'inconnu, on a commencé à travailler sur une faisabilité avec le BRGM. On peut faire des études et on fait des études aussi en rapport avec les différents forages qui ont déjà été faits. Donc ça permet d'avoir des indices. Et puis ensuite, on fait un forage test. On a pris Antea ensuite comme maître d'œuvre. Donc on s'entoure de spécialistes, puisque nous on ne connaît pas plus que ça. Voilà. Et puis on prend évidemment un foreur professionnel. Le forage ne pose pas de difficulté. Enfin nous en plus c'était un forage. À la fin je crois qu'on a foré 130 mètres je crois. Donc c'est vraiment pour un forage c'est relativement classique. Donc il n'y a aucune difficulté. Après, on est très suivi, très contrôlé aussi, j'ai envie de dire, par l'ADREAL, puisqu'en fait, il y a toujours la crainte des services de l'État qu'on pollue la ressource et qu'on pollue le sol, sachant qu'une pollution en profondeur sur une nappe, c'est un peu la catastrophe. Donc évidemment, on s'est doté de moyens avec notre maître d'œuvre, nos entreprises, pour faire les choses proprement, sachant qu'après, de toute façon, nous, l'eau, elle ne fait que passer on la pompe, elle passe dans un échangeur thermique avant d'être rejetée 350 mètres plus loin. Donc en fait, on ne la pollue pas, on ne la dégrade pas. Il n'y a qu'un échange thermique de quelques degrés dans un sens ou dans l'autre, suivant que l'on est l'été ou l'hiver. Jean-François Nivelot ? Oui, juste pour confirmer que l'écueil principal pour ce genre de projet, c'est la connaissance du milieu. Et on sait qu'on a un potentiel fabuleux de production géothermique sur le bassin de Montpellier, mais on a encore beaucoup à apprendre. Et on apprend un peu tous les jours sur cette thématique. Oui, parce que je pense que les salariés, les agents de la SERM, ils ont l'habitude des réseaux de chaleur, mais pas forcément du code minier, en fait. Oui, voilà. oui, mais bon. Mais vous êtes entouré. On est entouré. Après, on a des prescriptions très précises de suivi. Nous, de toute façon, on travaille en permanence avec des spécialistes, même avec des traiteurs d'eau, pour faire des analyses d'eau. Donc, de toute façon, oui, c'est pas. La complexité, elle est finalement, elle n'est pas chez nous, quoi. Elle a été prise en charge par Antea, par le foreur, etc. Très bien. Merci pour cette présentation, en tout cas, de votre réseau de chaleur. Je vois que l'heure avance un peu. En guise de conclusion, une question à tous les quatre. Comment vous envisagez le développement de la filière géothermie en Occitanie à terme ? Alors peut-être on va poser la question à Élodie. Allez, Élodie Denac. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé du plan qui a été lancé par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher qui a vocation justement à structurer cette filière. Donc on a des certifications, des certifications qui vont être mises en place. On a besoin de foreurs. Parce qu'on a des objectifs qui sont très ambitieux. Si je prends par exemple l'exemple de la géothermie de surface, on est autour de 5 TWh. En 2028, les objectifs du programme pluriannuel de l'énergie, c'est 7 TWh. Donc il y a des objectifs qui sont très ambitieux, mais qui sont à hauteur du potentiel qui existe, puisqu'aujourd'hui, il a été estimé de l'ordre de 100 TWh par le BRGM, toute géothermie confondue. Donc il y a une réelle opportunité. Les planètes sont en train de s'aligner. Et d'ailleurs, aussi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais la géothermie, elle s'inscrit vraiment dans le mix énergétique parfait. Et au sein de la FPG, on est en train de travailler sur une feuille de route pour coupler la géothermie avec le solaire thermique, de manière à faire du stockage intersaisonnier et justement recharger finalement cette batterie qui est le sous-sol et optimiser performance, le rendement. Là, on en est juste au projet où il y a des choses déjà opérationnelles entre solaire thermique et géothermie. Il existe des projets qui ont été réalisés par des entreprises qui sont au sein de la FPG, effectivement. D'accord. Bon, très bien. Et vous êtes aussi ingénieur à Celsius Énergie. C'est dans ce cadre-là que vous voyez les interactions entre ces deux énergies ? Ou c'est plus AFPG ? Non, c'est vraiment AFPG pour le coup. Mais c'est vrai qu'on travaille également sur des solutions de couplage. Et comme M. Cauvin l'a dit, en général, la géothermie, on l'utilise comme énergie de base. Et puis, on rajoute par-dessus un appoint pour faire justement ces pics de puissance qu'ils peuvent avoir.
peut y avoir. Quand on a besoin de chaleur le soir, tous à 20h. Très bien, merci beaucoup. Jean-François, même question. Comment vous voyez le développement de la géothermie là, dans les prochains mois à l'ADEME? Comme on disait déjà préalablement, c'est le développement des géothermies, parce qu'il y a déjà des multiples géothermies différentes auxquelles on peut aussi ajouter la thalassothermie. On n'est pas clairement sur de la géothermie, mais pour autant on récupère les calories de l'eau de mer qui sont quasi inépuisable là aussi. Donc là, on a de plus en plus de projets de réseaux de ce type-là sur le littoral, la Grande Motte, Sète également. J'en profite parce qu'il y aura une conférence demain sur les réseaux de chaleur où on parlera de thalassothermie. Petit teasing là aussi. Donc, une géothermie de plus. Sur les eaux usées également, on peut faire des choses. Ce n'est pas clairement de la géothermie, mais pour autant, c'est le même principe. Donc on est sur une juxtaposition de technologies, mais aussi une juxtaposition de métiers différents qu'il faut faire collaborer ensemble. Du monde des foreurs, du monde des installateurs, les bureaux d'études, les architectes, les prescripteurs, les maîtres d'ouvrage. Il y a une vraie professionnalisation de l'ensemble de la filière. Ils sont déjà professionnels les uns individuellement, mais il faut les faire travailler ensemble. C'est vraiment l'idée de ce club. Et alors oui, justement, vous avez monté le club géothermie. C'est vraiment l'idée de ce club, c'est cette professionnalisation, comme à l'instar d'un club de foot. On passe d'un niveau amateur à un niveau professionnel, donc il y a déjà une fédération qui se met en place, c'est la FPG. Qui est ici. Vous avez les syndicats qui viennent accompagner les différents métiers, le syndicat des foreurs, le SFEG par exemple, d'une part, le syndicat des énergies renouvelables qui a sa place également. Vous avez des partenaires institutionnels importants que sont le BRGM notamment. Vous avez, comme pour tout sport, vous avez des arbitres. L'Adréal est là pour arbitrer un peu le développement des projets. Vous avez un staff technique, les missions chaleur renouvelable qui sont là pour accompagner les porteurs de projets, les bureaux d'études, etc. Et les financeurs également, que ce soit le Conseil régional, l'ADEME, le Fonds européen, qui sont là pour financer et développer toute cette thématique. Et j'allais dire, c'est quoi la prochaine étape de ce club ? On a bien compris que tous les acteurs se rencontraient. Est-ce qu'il y a une date ou un événement ultérieur ? On n'a pas encore fixé de date précise à l'heure actuelle, si ce n'est qu'on vient de pourvoir au recrutement d'un nouveau chargé de mission qui va faire l'animation de ce club, qui est dans la salle. D'ailleurs, je vais passer la main à Raphaël qui va le présenter. Mais les prochaines dates, ça va être des dates de présentation pour l'évolution des cartographies de GMI. La GMI, c'est la géothermie de minime importance, qui encadre le développement de la filière géothermie à faible profondeur. Et donc ces cartes sont modifiées, donc elles seront présentées très rapidement en début 2025. Merci beaucoup. Donc, Raphaël, vous allez nous présenter la personne qui va animer le club. Oui, puisque l'objectif c'est bien de poursuivre l'animation de la filière pour accompagner son développement. Donc on vient de recruter un nouvel animateur qui est ici présent, Johan Kunak, qui prendra ses fonctions le 6 janvier prochain et donc qui aura notamment pour mission de mettre en place ce club des acteurs de la géothermie qui rassemble les socioprofessionnels, de voir comment faire remonter leurs attentes. Et on a aujourd'hui déjà une vingtaine de structures qui se sont manifestées pour participer à ces travaux. Donc, merci Johan. Comme l'a dit Jean-François, il y aura très probablement de prochaines rencontres régionales dont la date n'est pas encore fixée, mais on veut dire probablement avant l'été. Et concernant aussi l'accompagnement et le développement des projets, l'AREC a aussi comme mission d'investir dans les projets d'énergie renouvelable et en particulier dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle FITEO pour accompagner la décarbonation des activités dans le tertiaire et l'industriel. Et on sait que la géothermie peut être une réponse adéquate aux besoins de chaleur et de froid, notamment des bâtiments tertiaires. Et dans le cadre de FITEO, l'AREC est à même d'investir en tant que tiers investisseur pour faciliter le financement de ce type de projet. Voilà. D'accord, donc appel aux industriels qui veulent se décarboner. Il y a FITEO qui peut financer de la géothermie. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Frédéric Covin, vous à la CERM, est-ce que vous allez continuer sur les réseaux de chaleur en géothermie ? Vous avez encore de nouveaux projets ou pour l'instant vous arrêtez là ? Non, on ne s'arrête pas là. On a essayé de monter un projet, je vois un partenaire que l'on avait avec
l'université de Montpellier, bon, ça a été un peu compliqué. Je pense que ça va être sur Montpellier, sur des failles qui pouvaient nous donner l'occasion d'avoir à des profondeurs raisonnables une ressource un peu plus chaude, hein, c'est ça. Je parle sous couvert du chercheur. Voilà. Sinon, il faut être clair, en climat méditerranéen, nous on a des vrais problèmes de confort d'été. Et donc il faut penser rafraîchissement, climatisation. On est même très inquiets tous ensemble pour l'avenir, hein, parce qu'avec les épisodes de canicule qui vont se répéter, se durcir, tous les bâtiments qu'on a essayé de travailler sur du rafraîchissement passif, on a des doutes sur leur capacité à être suffisamment confortables dans les années à venir, malgré tout. Et donc, le rafraîchissement, c'est plus seulement que pour le tertiaire, les commerces, les équipements publics, c'est aussi pour les logements. Donc, évidemment, c'est un souci permanent. Et il se trouve que cette géothermie-là, elle est vraiment adaptée aux besoins futurs où on va avoir probablement moins besoin de chaud, évidemment, mais des besoins de froid évidents. Et donc la géothermie, ça reste pour nous quand même, et je pense que tous nos confrères que je peux représenter ici, que je représente aussi la FEDEN, seront d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment une solution qui est très prisée en climat méditerranéen. Alors tu avais associé la Thalasso aussi, enfin voilà. Sans îlot de chaleur en plus par rapport aux autres modalités de production de froid par climatisation, on a des îlots de chaleur qui sont produits au niveau urbain. Là, clairement, la géothermie, on a 0 îlot de chaleur. Donc c'est vraiment un outil pour contre le réchauffement climatique, quoi. Très bien. Bon, bah merci à tous les quatre. On a eu un exposé, j'allais dire, assez simple, en fait, pour décrire la géothermie. On n'est pas forcément rentré dans les détails. Mais maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc n'hésitez pas à lever la main. Et j'allais dire, il y a Alexia, une hôtesse, qui va pouvoir vous apporter le micro. Mais c'est pas grave. Très bien. Alors, on ne vous entend pas, mais parce que ce n'est pas le bon micro. C'est bon, vous pouvez y aller. Donc je commence, je suis venu de région parisienne juste pour cette conférence. J'ai déjà installé une géothermie dans une maison dans l'Est de la France en 2008 à 11 000 € les 140 mètres. Et là, je vais en faire une dans une maison ancienne en région parisienne. On me demande 25 000 € les 100 mètres. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis un particulier, mais ingénieur en bâtiment, donc je connais un peu le métier quand même si je ne suis pas thermicien et je suis proche de la retraite. Donc je veux rénover une maison en région parisienne qui est une passoire rangée, la passer en B. J'avais pensé à une géothermie, on me demande 25 000 € les 100 mètres de forage, alors qu'il y a 16 ans, j'avais fait 11 000 € les 140 mètres. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de prix? On va poser la question. Déjà, c'est vrai qu'on a observé une augmentation des prix. On est passé de 75 € du mètre linéaire il y a quelques années, donc on doit être peu au pro à ce que vous disiez. Et on augmente, mais pas dans la mesure que vous disiez. Donc je pense qu'il y a peut-être un côté un peu... il y a deux aspects. Peut-être le côté parisien, où c'est plus compliqué de forer, effectivement, à ce niveau-là. Et l'autre aspect, c'est la disponibilité des foreurs. Et j'ai vu, par moment, on a eu des coûts prohibitifs de forage parce que les foreurs ne sont pas disponibles. Et pour le coup, ils pratiquent des prix prohibitifs et comme ça, ils ne sont pas forcément sélectionnés ou alors à des prix qui leur permettent de prendre en charge le travaux de forage. On travaille beaucoup avec les professionnels de la filière pour augmenter la capacité de forage en France avec des nouveaux foreurs, des nouveaux équipements et également des nouvelles formations pour les foreurs. On part du principe qu'il faut... Avant les foreuses, malheureusement, il faut des foreurs. C'est un métier qui n'est pas évident. Et donc, il faut monter en capacité dans ce monde, dans ce milieu professionnel, la capacité des entreprises d'avoir du monde. Bon, il y a de l'emploi, en tout cas, en tant que foreur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux te donner un retour d'expérience de ma géothermie Lorraine. Donc 16 ans d'exploitation, 1600 kWh par an de chauffage pour une maison de 120 mètres carrés. Les voisines, c'est x10. Ouais, voilà, donc c'est très court et très, merci. Très important. Merci beaucoup. Donc x10 par rapport aux maisons voisines. Merci pour ce témoignage. Divisé par 10. Oui, excusez-moi, les maisons voisines par 10 consomment la facture énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, Jean-François, je vais vous demander de regarder le micro et puis comme ça, Alexia, elle va y aller, ça va être plus simple. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On vous entend. Oui, Laurent Hochet, bureau d'études thermiques. Merci. Voilà,
d'études techniques, excusez-moi, thermiques aussi. J'aurais voulu savoir quelle sécurité on a vis-à-vis des milieux naturels. Donc une question à la Parce qu'on a DREAL, qu'un qui n'est pas là échangeur. directement. Alors, par rapport à quelle thématique? Sur NAP, par exemple, sur sonde? Donc, sur NAP, donc, comme le disait Frédéric, on a un captage, d'une part, un échangeur et on remet directement dans la nappe d'origine. Donc, a priori, on fonctionne sans impact majeur ni sur le niveau de la nappe, ni sur le contexte environnemental à ce niveau-là. Au niveau des sondes, il peut y avoir un rafraîchissement ou un réchauffement du sous-sol qui est mesuré, qu'on mesure avec les bureaux d'études dans le cadre de STD ou de tests de réponse thermique pour ne pas influer sur l'environnement local. Et peut-être juste pour compléter, aujourd'hui on a un cadre réglementaire qui est relativement encadré et très strict, qui est le cadre de la géothermie de minime importance quand on est en géothermie de surface, moins de 200 mètres et qu'on va puiser moins de 500 kW dans le sol ou 80 mètres cubes par heure. Et c'est vrai qu'il y a des simulations qui sont faites par les bureaux d'études sous-sol ou même thermiques, ceux qui sont certifiés, pour s'assurer justement que même d'un point de vue thermique, on ne va pas perturber l'écosystème local et qu'on reste bien dans des températures définies, moins 3, 40 degrés pour les fluides qui circulent dans les sols. Sur les projets sur eau de mer, par exemple, là aussi on a des études d'impact environnemental avec des études de panache pour vérifier donc qu'il y a le moindre impact possible sur l'environnement, sur la faune locale et la flore. Et si on prend le réseau secondaire, qui au bout d'un certain moment va être un peu emboué, ou aussi bien traité, peut-être pas, bien exploité, quelle sécurité on a si à un moment l'échangeur, excusez-moi, c'est horrible, l'échangeur, si à un moment il perce, est-ce qu'on a des vannes, des électrovannes qui se ferment pour éviter qu'il y ait tout le réseau qui se déverse au niveau de la nappe ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas une imposition par rapport à ça? Parce qu'on a maintenant des installations qui commencent à vieillir et ça arrive sur des installations que moi je suis, qui ne sont pas des installations en géothermie, où on a des échangeurs qui percent. Et si on vient polluer une nappe, là, c'est dramatique. Au niveau de l'exploitant, vous avez des opérations de maintenance, j'imagine, régulières, Oui. Qui permettent de vérifier l'état des lieux des échangeurs, justement. Alors, déjà une chose, nous, c'est vrai qu'on a des moyens industriels, vous allez dire, hein, c'est un gros réseau, etc. C'est vrai. Mais quand même, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur de l'eau. Nous, c'est de l'eau adoucie, traitée, hein, côté secondaire, dont on suit évidemment on évite l'embouage, on évite les problèmes de corrosion. Hein, voilà. On est sur des niveaux de température aussi relativement faibles. Et donc, il n'y a pas trop de phénomènes de corrosion accélérée. Voilà, hein, donc, c'est vraiment très... puisqu'on est on est sur des températures très, très faibles. Il n'y a pas de problème particulier de corrosion et d'embouage. Après, on a des échangeurs en inox extrêmement solides. Hein. Donc voilà, donc nous ce qu'on pratiquera à un moment donné, c'est on fermera l'installation pour ouvrir l'échangeur, le nettoyer et vérifier si tout va bien. Mais percer une plaque d'un échangeur en inox aujourd'hui, faut vraiment avoir un gros problème, ou alors vous avez un problème, parce qu'embouer c'est plus probable que de le percer. Le percer, ça veut dire que vous avez des problèmes d'électrochimie ou de chimie ou des problèmes de température ou d'agressivité de l'eau acide. C'est pas du tout le cas. Merci beaucoup pour la réponse complète. Élodie, elle va compléter. Oui, juste un dernier point. C'est vrai que quand il y a une étude de faisabilité sur NAP qui est faite, pour s'assurer que le projet est bien viable, on va étudier les propriétés physico-chimiques de l'eau. Donc ça fait partie des choses qui sont regardées avant de dire qu'effectivement il y a un potentiel et qu'on peut mettre en place une installation. Merci. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle? Oui, peut-être par ici, Alexia. Merci. Bonjour, Nicolas Razin, je représente une entreprise suisse. Merci pour la reconnaissance de la compétence. Et en fait, on propose une solution de géothermie innovante dans le sens où ce sont des panneaux géothermiques qui sont appliqués directement sur les murs qui sont en contact avec le terrain.
donc typiquement des parkings souterrains. Donc en fait, on vient pouvoir équiper des zones typiquement urbaines où la géothermie est plutôt limitée étant donné les impacts que ça peut avoir. Par contre, là où on a un très bon accueil globalement, en tout cas sur l'idée, et par contre, on a une limitation des investissements pour l'instant, puisqu'on ne reste qu'une source complémentaire d'énergie. Et je voulais savoir justement au niveau des accompagnements qui peuvent être faits, les aides, etc., si on n'est qu'une source secondaire, comment ça peut se passer? Alors, on parlait des multiples types de géothermie, on n'a pas forcément rentré dans le détail, mais il y a les corbeilles géothermiques, les murs géothermiques qui sont éligibles au fonds chaleur à ce jour. Donc on peut les financer, donc, que ce soit d'ailleurs en milieu urbain comme pas en milieu urbain d'ailleurs, parce qu'il suffit de faire une tranchée et de poser son petit réseau banché et derrière d'avoir le mur. Certes, on est peut-être sur une solution complémentaire, mais lorsque c'est bien dimensionné, je pense qu'on peut répondre à plus que le minimum par rapport aux besoins. Notre performance se situe entre 5% et 100% des, en milieu urbain, j'imagine. Donc, tout à fait. Donc, là, il faudra prévoir un complément parce on aura une approche plutôt globale du projet et donc il faudra cumuler avec d'autres types de géothermie ou d'autres types de production ENR, biomasse ou solaire thermique. Bon, mais c'est possible. Merci pour la question. Une dernière question ? Avant-dernière, apparemment. Oui, bonjour, Michel Serran du laboratoire Géosciences Montpellier à l'université. Je voudrais revenir sur un point qui a été signalé, c'est la méconnaissance du sous-sol. Or, il existe actuellement des techniques tout à fait validées dans le milieu académique et également qui est en train d'être transposées dans le milieu économique pour beaucoup mieux connaître le sous-sol et éventuellement arriver à ce qu'on pourrait appeler un cadastre du sous-sol. Parce qu'il faut bien voir que les géothermies, j'insiste sur le pluriel, dépendent de la nature du sous-sol à très faible longueur d'onde. À quelques centaines de mètres, on peut avoir plusieurs systèmes de géothermie qui se révèlent être plus efficaces les uns que les autres. Or, il est actuellement possible d'avoir une connaissance de ce sous-sol à faible longueur d'onde. Évidemment, ça demande un tout petit investissement, moindre que les chiffres que j'ai entendus, bien moindre que les chiffres que j'ai entendus. Et ensuite, il faut réaliser que dans le cadre de métropoles ou de zones fortement urbanisées, cette connaissance du sous-sol peut être mise en valeur pour d'autres problématiques que la géothermie. Voilà. Et si je peux, j'ai juste une question très précise. Monsieur Cauvin a parlé de la primeur sur la ressource pour le premier utilisateur de la géothermie. J'aimerais savoir s'il s'agit d'une loi, d'une règle, parce que je n'ai jamais entendu parler de cela. Oui, c'est dans le code minier. C'est-à-dire qu'en fait, on puise dans une ressource identifiée, la nappe sur laquelle on est, au niveau de Cambacérès. Et donc, du coup, tout nouveau projet qui ferait l'objet d'une demande d'autorisation auprès des services de l'État, en fait, l'État va nous questionner pour savoir si, en fait, on peut craindre une perturbation de notre projet par ce nouveau puisage. Très bien, merci. C'est donc quelque chose de très intéressant. Si des personnes ou des collectivités ont des projets, je leur conseille de ne pas trop tarder. Oui, et peut-être aussi pour préciser, donc c'est le cadre pour le code minier, mais également la géothermie de surface. Donc aujourd'hui, quand les bureaux d'études étudient les potentiels, ça fait partie des choses qu'ils regardent, justement, d'être certain qu'on ne va pas perturber les autres installations voisines autour. Et juste pour revenir sur le potentiel géothermique, donc peut-être information générale pour tout le monde, il y a un site internet qui s'appelle géothermie avec un s.fr. C'est un observatoire qui a été développé donc, par l'ADEME et le BRGM, qui a vocation justement à présenter sous forme de cartographie des informations relatives à la géothermie, des informations réglementaires également, donc la géothermie de minime importance dont j'ai parlé, et des potentiels géothermie selon les régions. Et donc le BRGM est en train de travailler à l'heure actuelle sur une carte de potentiel géothermique à l'échelle de la France pour que ce soit beaucoup plus
facile pour les maîtrises d'ouvrage, porteurs de projets et autres, de voir s'il y a un réel potentiel au droit de leur projet. Après les cadastres solaires, on aura les cadastres géothermiques. J'espère. Merci. Il y avait une dernière question ou... Allez, vraiment une dernière et puis après on conclut. Bonjour, Thibaut, étudiant et technicien de maintenance. On entend souvent, surtout sur la région de Montpellier, que les nappes phréatiques, en règle générale, l'été, il y a un assèchement des nappes phréatiques. Est-ce que c'est pris en compte sur les systèmes géothermes ou pas du tout? Peut-être Monsieur Cauvin. Alors je pense que la question est pour moi. Bon, déjà, on ne puise pas d'eau, on est d'accord. Hein. Et on est sur une nappe qui n'est pas considérée comme une nappe potable. Donc en fait, on ne perturbe pas du tout le système. Sachant qu'à Montpellier, en fait, on est sur la source du Lez, donc on est au nord, en amont, et sur l'eau du Barraud qui est traitée pour en faire de l'eau potable. Il y a plusieurs nappes, en fait. Donc il y a plusieurs couches d'eau dans le sol. C'est vrai que les nappes phréatiques en surface, elles ont une forte variabilité intersaisonnière. Mais des fois, quand on descend un peu plus profond, et donc là, on est autour de 80 mètres, si je me souviens bien, pour votre installation. Donc c'est beaucoup plus profond. On est sur une autre nappe, sur d'autres propriétés, un autre débit, etc. etc. Donc, Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à nos 4 invités et je pense qu'on a bien compris les avantages de la géothermie, enfin des géothermies, pardon, excusez-moi. Et puis donc il y a plein de sources à aller voir aussi bien sur internet que dans le sous-sol. Merci et bon salon.